Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tutoriel sur les collisions. Donc dans la partie précédente, nous avions fait un petit moteur avec la map qui est stockée sous forme de matrice juste ici. Nous affichions la map avec une fonction display qui faisait la conversion grâce à une liste, donc qui convertissait les nombres de la map en caractères qu'on pouvait afficher à l'écran. Le caractère qui correspond au joueur est l'arrobase, qui est stocké en dernière position et que l'on appelle via -1, comme nous l'avions donc précisé dans le précédent tutoriel. Ensuite, nous avons une fonction qui permet de gérer les entrées clavier et de se déplacer sur la carte en vérifiant les conditions de bord à chaque fois. Et on avait fait donc une fonction qui gérait tout ça, que l'on avait appelé mainLoop et que l'on appelle ici. Donc maintenant que nous avons un moteur qui fonctionne, on va faire une carte, donc sommaire, et on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut gérer les collisions. Donc pour commencer, je vais juste vous montrer le dessin que l'on va faire. Donc on va dessiner une petite maison, donc qui va ressembler à celle que je suis en train de faire à l'écran. Voilà. Pour y voir un petit peu plus clair, on va mettre en face de chaque item le nombre qui correspond dans la map. Ici c'est 0, là c'est 1, là c'est 2, 3, 4, 5, et on va rajouter l'underscore dont on a besoin ici et que j'avais oublié lors de la précédente vidéo. Donc maintenant que l'on a ça, on va pouvoir donc éditer la carte. Hop, donc là on a fait les 3 premiers caractères du bas, et sur la ligne juste au dessus il faut un backslash, un slash normal, c'est 3 et un autre underscore. On va faire un petit arbre aussi à l'opposé de la carte. Voilà. Donc forcément sur la carte c'est pas forcément facile de voir comment les différents objets vont s'agencer. La méthode avec la matrice, il y en a d'autres, hein, on aurait pu faire différemment, mais ça permet d'être souple au niveau du langage que vous utilisez. En effet, si vous faites un jeu en C par exemple, les calculatrices peuvent supporter le langage C. Si vous faites un jeu en C donc, et que vous voulez faire une matrice avec des tuiles, et que vous reprenez ce code là, donc en remplaçant item par votre tileset, ça fonctionne de la même manière, donc c'est assez pratique finalement d'utiliser cette manière de faire. Donc si on affiche la map, voilà, donc là on a un arbre et une maison, on peut se déplacer comme précédemment. Le problème que l'on a ici, c'est que si je traverse l'arbre, alors déjà je peux le traverser, ce qui est problématique, et en plus il s'efface. Donc on va commencer par régler ce problème là en sauvegardant la case sur laquelle le joueur se déplace. Hop. Donc là on sauvegarde le caractère qu'il faudra remettre à l'emplacement du joueur une fois qu'on aura quitté la case. Donc normalement là voilà, on peut marcher sur les maisons et les arbres, et n'importe quel caractère en fait, il est toujours affiché après. Maintenant que l'on a fait ça, on va donc ajouter une nouvelle condition dans la fonction qui gère les entrées, pour du coup ne pas pouvoir marcher sur les cases qui contiennent quelque chose. On aurait pu faire une condition simple, par exemple, si la case est non nulle. Donc, là c'est player Y en premier,
player X -1, vu qu'on veut regarder la case qui se situe à gauche du joueur. Donc si on met une condition similaire partout, ça va fonctionner, mais ça va être assez limitant, et je vous explique pourquoi juste après. Hop, donc là, le Y ne bougeait pas, mais il faut regarder player X +1 vers la droite. Et là, c'est vers le haut, donc c'est player Y -1, player X. Voilà. Donc, là normalement, ça ne marche pas, c'est amusant. Ah, parce qu'il faut que je mette note. Fait qu'en fait là, je dois regarder si la case était vide. Alors qu'il faut que la case soit non vide, justement. Voilà, donc là je peux me déplacer et les collisions semblent être gérées. Donc c'est plus ou moins ce que l'on voulait faire. Mais c'est assez limitant parce que si on veut par exemple avoir des caractères qui sont affichés au sol, mais sur lesquels on veut que le joueur puisse marcher, ça devient assez vite compliqué à gérer. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va se donner une fonction qui va regarder pour nous si la case est marchable ou non. Donc si le joueur peut marcher sur la case, cette fonction va renvoyer vrai, sinon elle va renvoyer faux. Et on va pouvoir gérer pas mal de choses avec, notamment les collisions, donc ça c'est ce qu'on veut faire, mais aussi les interactions avec différents éléments de la carte. Donc les interactions, ça rentre pas vraiment dans le cadre du tutoriel, mais je trouve que c'est une ouverture intéressante, donc on va en parler un petit peu quand même. Voilà, donc il ne reste plus qu'à écrire la fonction check pour vérifier que la case fonctionne bien. Donc elle prend en argument la case visée en X qui est un entier et en Y qui est un entier aussi. On documente évidemment la fonction. Et enfin, donc, cette fonction va retourner un booléen, puisque elle va retourner donc vrai si le joueur peut se déplacer sur la case, et faux sinon. Puis bon, on écrit ça. On va commencer par vrai, c'est plus simple. Voilà, donc assez simplement pour commencer, on peut reprendre exactement la même chose que l'on avait fait. Donc à savoir que si la case est non vide, donc contient un nombre différent de 0, on retourne faux, ça veut dire qu'il y a un caractère présent sur cette case, et si la case est vide, donc ça veut dire
que l'on peut retourner vrai, le joueur peut se déplacer dessus. Comme le if retourne quelque chose, on peut se dispenser de mettre un else. Ça, c'est voilà, c'est une manipulation qui est courante. Et donc là maintenant, si on essaye, normalement ça se comporte exactement de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès aux cases qui contiennent un caractère. Voilà, donc ça marche comme on veut. Ensuite, on peut rajouter des caractères sur lesquels le joueur va pouvoir marcher. Par exemple, le point. Bon, je ne mets que le point pour l'instant, c'est juste pour vous montrer le principe. Vous pouvez bien évidemment mettre autant de caractères que vous voulez. Donc, si on rajoute par exemple une sorte de chemin, ou... ça peut être par exemple, si vous travaillez avec des tuiles, ça peut être de l'herbe par exemple, ou des tuiles comme ça de sol sur lesquelles le joueur peut être amené à marcher. Ça, on peut le supprimer. Et donc ici, il faut regarder si la case n'est pas dans une des cases sur lesquelles le joueur peut marcher. Voilà, donc ici on a donc si la case n'est pas comprise dans 0 ou 7, donc 0 ce sont les espaces sur lesquels on peut évidemment marcher, 7 c'est le caractère point, donc on en a mis quelques-uns vers le milieu de la carte, donc ces deux caractères là étant considérés comme marchables, si on se déplace sur les cartes, on va pouvoir se déplacer sur les points comme on veut, mais pas sur les autres caractères qui eux ne sont pas considérés comme marchables. Donc là ça marche, et rapidement je vais juste vous montrer comment gérer les interactions. Donc on va se donner un caractère supplémentaire, le point d'interrogation, qui va servir de PNJ. Et donc on va se mettre un PNJ ici par exemple, en haut. Et on va regarder donc si la case que l'on regarde, donc targeted Y, targeted X est égal à 8. Donc dans ce cas-là, on va lancer la fonction donc, qui gère les interactions avec les PNJ. Bon, je l'appelle NPC, mais on peut mettre un petit peu n'importe quel nom, hein. On peut l'appeler interaction NPC, bref. On lui donne les coordonnées. Dans le bon ordre, c'est mieux. Hop. Voilà. Et ensuite, bon bah on laisse la fonction donc déterminer s'il faut continuer ou pas. Donc il reste juste à faire la fonction NPC. Et donc maintenant, donc là le problème ne se pose pas parce que l'on a un seul PNJ. Si on en avait plusieurs, il faut pouvoir les différencier. Donc pour cela, on va utiliser les coordonnées. Donc là, il est en coordonnées 1, 1. Donc on va regarder donc si les coordonnées sont égales aux coordonnées donc, du PNJ que l'on veut activer. Et puis là, on peut mettre un petit texte.
à la fin, on peut remettre quelques guillemets avec un prompt pour que l'utilisateur en fait continue le jeu. Donc, ce qui permet de ne pas revenir en fait sur la carte et donc de laisser le temps aux joueurs de lire. Hop. Et donc là, on a évidemment toutes les collisions qui fonctionnent exactement de la même manière, vu qu'on n'y a pas touché. Et là, on peut effectivement interagir avec les PNJ de manière unique, puisqu'ils sont repérés par leurs coordonnées. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel sur les collisions. Donc j'espère qu'il vous a plu et que vous avez pu donc apprendre des choses. Et puis on se retrouve donc j'espère très bientôt pour un nouveau tutoriel du mercredi.